Un magnate de la finance empoigne son téléphone de bureau, résolu à congédier son agente de propreté après une troisième absence non justifiée. Il compose le numéro, préparant une allocution cinglante sur la conscience professionnelle. Cependant, à la place de la voix mature escomptée, c'est une voix fluette de fillette de 6 ans qui filtre à travers le combiné, un murmure affolé, « Papa? Allô? C'est toi? » Maman veut pas se réveiller. Quand il demande, perplexe, ce qu'il se passe, la réplique de l'enfant lui glace les veines. Elle respire bizarrement. Je sais pas quoi faire. Ce qu'il trouvera en arrivant au domicile de son employé le plongera dans une stupeur absolue. Stéphane Dubois réajusta la manchette de sa chemise sur mesure en contemplant le panorama urbain depuis son bureau perché au 30e étage de la Défense. L'effluve du cuir des fauteuils se mariait à la fraîcheur aseptisée de l'air conditionné, instaurant cette ambiance glaciale qu'il chérissait. À 52 ans, son empire reposait sur 3 piliers d'airain, la discipline, l'efficience et une tolérance nulle envers l'incompétence. Ses doigts tapotaient la surface lisse du bureau en acajou, signe d'une impatience grandissante, pendant qu'il consultait son planning. 3 rendez-vous à journée, 2 contrats en suspens et une décision qu'il repoussait depuis plusieurs jours. Le rapport des ressources humaines gisait ouvert devant lui, le nom qu'il exaspérait surligné d'un rouge agressif, Manon Lefebvre, agente d'entretien, 3e absence consécutive, aucun justificatif. Intolérable, souffla-t-il entre ses dents, saisissant le téléphone fixe d'un geste sec. Stéphane ne supportait pas le laxisme, particulièrement chez les employés occupant des postes subalternes. Si Manon était incapable d'honorer des obligations aussi élémentaires, elle n'avait indubitablement pas sa place dans sa société. Le renvoi serait expéditif, clinique, ne laissant aucune marge aux implorations ou aux prétextes fallacieux. Il composa le numéro inscrit sur le dossier du personnel, esquissant mentalement le discours glacial qu'il allait servir, quelques phrases sur le devoir professionnel, le sens des responsabilités, les conséquences inéluctables de choix négligents. Son assistante étant en pause déjeuner, il était seul dans cette forteresse de contrôle où chaque objet proclamait sa puissance et sa résolution. Le téléphone émit une, puis 2 sonneries. À la 3e, une voix décrocha. « Papa? Allô? C'est toi? » Stéphane plissa le front, déconcerté. La voix était aiguë, enfantine, empreinte d'une urgence qui le désarçonna. Une erreur de numéro, assurément. Il vérifia la composition des chiffres, mais ils étaient exacts. « Non, ma petite, je cherche à parler à Manon Lefebvre, » articula-t-il, s'efforçant de conserver un ton professionnel en dépit de l'étrangeté de la situation. « Monsieur » la petite voix vacilla à l'autre bout de la ligne. « Maman ne se réveille pas. J'ai essayé de la bouger, mais elle garde les yeux fermés. » L'estomac de Stéphane se serra. Il y avait dans la fragilité de cette petite voix quelque chose qui avait fendu sa carapace d'homme d'affaires tel un poignard acéré. Il se mit debout d'instinct, le combiné toujours collé à l'oreille. « Comment ça, elle ne se réveille pas? Où êtes-vous? » « À la maison, monsieur. » Maman regardait la télé sur le canapé et d'un coup, elle est devenue toute molle. Elle respire pas bien. Ça fait un drôle de bruit. L'enfant commença à sangloter doucement. Je sais pas quoi faire. Papa est parti depuis très longtemps. Stéphane sentit une froidure envahir ses veines. Ses réflexes de dirigeant furent submergés par une impulsion plus primitive, plus humaine. L'agacement provoqué par l'absence de son employé se mua en une angoisse authentique pour une enfant manifestement en détresse. « Écoute-moi bien, » dit-il, imposant le calme à sa propre voix. « Comment t'appelles-tu ? » Chloé. « J'ai 6 ans. » Chloé, tu as été très courageuse de décrocher. Dis-moi, est-ce que ta maman respire? Je crois, oui, mais juste un tout petit peu. Et elle s'est fait pipi dessus. Stéphane était déjà en train de prendre les clés de sa voiture. Le costume impeccable n'avait plus aucune importance. Chloé, est-ce que tu connais ton adresse? La fillette la lui récita d'une voix chevrotante. Stéphane la nota en hâte, identifiant la banlieue modeste où résidaient quelques-uns de ses salariés. Le trajet prendrait au bas mot 40 minutes avec la circulation de l'après-midi. Écoute attentivement, Chloé. Je vais appeler le SAMU, et juste après, j'arrive. Tu seras capable d'ouvrir la porte quand je serai là? Oui, monsieur. Mais... vous allez venir pour de vrai?
Maman dit tout le temps que son patron est quelqu'un de très important. Stéphane s'immobilisa dans le couloir, heurté par l'innocence de cette interrogation. Un instant, il se perçut à travers le regard d'une enfant terrorisée, une figure de pouvoir, capable d'aider, mais trop lointaine pour s'en préoccuper vraiment. « Oui, Chloé. Je viens. Ne bouge pas. » Stéphane conduisit avec une urgence inédite dans sa vie parfaitement orchestrée. La déesse noire se faufilait dans le trafic tandis qu'il jonglait entre l'appel au SAMU et les tentatives pour rassurer Chloé sur le kit main libre. La voix de l'enfant était devenue son phare dans un territoire totalement inexploré, l'angoisse sincère pour autrui. « Monsieur, maman a refait le bruit, » dit Chloé, s'efforçant visiblement de masquer sa terreur. « Ne t'inquiète pas, Chloé. Les secours sont en chemin. Tu es très courageuse. » Stéphane fut surpris par la douceur qui émanait spontanément de sa voix, une intonation que ses subordonnés ne lui connaissaient pas. Lorsqu'il atteignit enfin l'adresse, Stéphane stationna devant un bâtiment qui le laissa pantois. Le logis de Manon Lefebvre était une petite maison délabrée, aux murs écaillés, flanquée d'un jardinet où quelques fleurs désespérées tentaient de s'épanouir. Le gouffre entre son hôtel particulier et cette réalité le frappa comme un uppercut. Chloé ouvrit la porte avant même qu'il n'ait pu toquer. C'était une petite fille frêle, des cheveux bouclés retenus par un élastique élimé, portant un t-shirt informe et des chaussons percés. Ses yeux noisettes, dilatés par la peur, s'éclairèrent un peu en l'apercevant. « Le monsieur est vraiment là », souffla-t-elle, comme devant un prodige. Stéphane fléchit les genoux pour se mettre à son niveau, un geste qu'il n'avait jamais eu pour un enfant. « Évidemment que je suis là. Où est ta maman ?» Chloé le mena à un salon exigu, où Manon Lefebvre gisait inanimée sur le sofa. Stéphane identifia vaguement cette femme qu'il croisait de temps à autre dans les couloirs de sa société, toujours effacée, toujours affairée en silence. La voir ainsi, inconsciente et manifestement malade, lui inspira une honte inexplicable de ne l'avoir jamais considérée comme une personne à part entière. Le décor témoignait d'une pauvreté fière mais accablante. Quelques meubles usés mais impeccables. Dans le petit frigo, Stéphane aperçut par la porte mal fermée une maigre pitance. Une casserole sur le feu contenait un fond de riz, sans doute le repas que Chloé avait essayé de se faire elle-même. « Ça fait longtemps que ta mère est dans cet état ?» demanda-t-il en tâtant discrètement le pouls de Manon. « Depuis midi. Elle a dit qu'elle avait mal à la tête et qu'elle allait se reposer un peu. » Chloé renifla en s'essuyant le nez du revers de sa manche. Après, elle a commencé à faire des bruits bizarres et elle s'est plus réveillée. La sirène de l'ambulance se fit entendre dans la rue étroite. Stéphane éprouva un soulagement profond, doublé d'une inquiétude grandissante. Que deviendrait Chloé pendant l'hospitalisation de Manon? La question le surprit par sa soudaineté. Depuis quand se souciait-il avec une telle sincérité du sort de personnes étrangères à son cercle? Les secouristes intervinrent promptement, avec professionnalisme et efficacité. Un examen sommaire confirma la nécessité d'une hospitalisation d'urgence. Signes vitaux alarmants, tension artérielle critique, déshydratation aiguë. « Monsieur, vous êtes de la famille ?» interrogea l'un des ambulanciers. « Je suis. » Son employeur, balbutia Stéphane, le mot sonnant faux à ses propres oreilles. « Et la petite ?» Stéphane tourna son regard vers Chloé, qui s'était cramponnée à sa jambe avec l'énergie du désespoir. La question resta suspendue, telle une épée de Damoclès menaçant de pulvériser sa vie millimétrée. « Monsieur, vous restez avec moi ?» Chloé leva vers lui un regard d'une vulnérabilité qui fit voler en éclats quelque chose en lui. L'ambulance attendait. Manon avait un besoin vital de soins. Chloé avait besoin d'un refuge. Et Stéphane Dubois, l'homme qui chronométrait son existence, se trouvait au pied du mur, face à la décision la plus irréfléchie de sa vie. « Je reste », lâcha-t-il, s'étonnant lui-même. « Je reste avec toi. » À l'hôpital, Stéphane se sentit complètement perdu. Tenir la petite main grelottante de Chloé en guettant des nouvelles de Manon était une expérience qui bousculait des décennies de distance émotionnelle. La fillette ne le lâchait pas, comme s'il était son unique bouée dans la tourmente. « Docteur, quelle est la situation ?» interrogea Stéphane dès qu'un médecin s'avança dans la salle d'attente. Le docteur Stéphane Leroy, un homme entre deux âges au regard lasmé doux, jeta un œil à son dossier avant de répondre « L'état de Madame Lefebvre est stabilisé, mais le tableau reste préoccupant. Déshydratation sévère, anémie marquée et carence alimentaire.
D'après nos premières constatations, elle taisait ses symptômes depuis plusieurs semaines. Chloé resserra son étreinte sur la main de Stéphane. Maman va guérir. On va bien s'occuper d'elle, répondit le médecin avec un sourire pour la rassurer. Mais elle devra rester hospitalisée quelques jours pour se rétablir. Stéphane sentit le poids des responsabilités lui tomber sur les épaules. Et l'enfant? Elle n'a pas d'autre famille? D'après son dossier, aucun contact d'urgence n'est mentionné en dehors de son lieu de travail. Le médecin posa sur Stéphane un regard lourd de sens. Vous avez dit être son employeur? C'est exact. Stéphane marqua une pause, conscient que ce simple statut revêtait désormais des implications insoupçonnées. Manon travaille pour moi depuis 2 ans. Pendant cet échange, Chloé s'était assoupie sur les genoux de Stéphane, terrassée par le stress de la journée. Le poids de l'enfant sur ses cuisses ranima un souvenir lointain, presque effacé, celui de son propre fils, Léo, dans ses bras, bien avant qu'un divorce acrimonieux et des guerres judiciaires ne transforment son amour paternel en une cicatrice qu'il préférait ignorer. Monsieur Dubois, reprit le médecin à voix basse pour ne pas troubler le sommeil de Chloé, Madame Lefebvre luttait de toute évidence seule contre sa maladie. Au vu de son état, je suppose qu'elle se privait elle-même de nourriture pour que sa fille ne manque de rien. Stéphane sentit sa gorge se nouer. Combien de fois avait-il croisé Manon dans les couloirs, toujours discrète, toujours efficace, sans jamais imaginer le drame silencieux qu'elle vivait. La culpabilité commença à le ronger. Est-ce qu'on peut la voir? Pas pour le moment. Elle est sous sédatif et a besoin d'un repos absolu. Demain, peut-être. Stéphane contempla Chloé, qui dormait paisiblement en dépit du chaos de sa journée. La confiance aveugle qu'elle lui témoignait, à lui, un inconnu qu'elle identifiait seulement comme le « patron de maman », était aussi émouvante qu'effrayante. Quel homme était-il donc devenu pour qu'une enfant au désespoir le perçoive comme un sauveur? De retour dans son véhicule, avec Chloé dormant à poing fermé à l'arrière, Stéphane fut confronté à un choix capital. Conduire la fillette jusqu'à son hôtel particulier revenait à franchir un Rubicon. Sa demeure était sa forteresse, un espace aseptisé où rien n'échappait à son contrôle. « Monsieur » marmonna Chloé dans son sommeil. « Il y a à manger chez vous? J'ai faim, mais je veux pas déranger. » Stéphane croisa son regard dans le rétroviseur et vit une enfant s'efforçant d'être courtoise au cœur de sa détresse. L'éducation que Manon était parvenue à lui inculquer malgré l'adversité toucha une corde sensible dans son cœur cuirassé. « Oui, Chloé, il y a à manger. Et tu ne déranges absolument pas. » En traversant les rues illuminées qui menaient au quartier huppé où il résidait, Stéphane comprit qu'il ramenait bien plus qu'une enfant apeurée. Il ramenait chez lui un miroir qui allait lui renvoyer l'image de tous ses choix passés, de toutes les occasions manquées d'être simplement humain. L'hôtel particulier apparut, majestueux, au bout de l'allée bordée d'arbres. Chloé s'éveilla complètement à la vue de l'édifice, ses yeux s'écarquillant, partagés entre l'émerveillement et la crainte. Stéphane se gara, prenant conscience pour la première fois de l'aspect écrasant que sa maison pouvait avoir pour une enfant. L'arrivée de Chloé dans l'hôtel particulier de Stéphane fut comme le choc de 2 univers au ralenti. La fillette, figée dans le vestibule de marbre, balayait du regard les colonnes monumentales, le lustre de baccarat et l'escalier à volutes qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Ses chaussons usés juraient violemment avec le sol lustré qui dédoublait sa silhouette fragile. Waouh! Laissa-t-elle échapper, sa voix se perdant dans le volume de la pièce. C'est là que vous vivez, monsieur? Stéphane regarda sa propre demeure à travers les yeux de Chloé et, pour la première fois, en perçut toute la froideur et l'aspect intimidant. Chaque objet de prix, chaque détail architectural pensé pour les pattes, lui sembla soudainement superflu et dénué d'âme. « Oui, c'est ici », répondit-il, éprouvant une étrange honte devant ce luxe. « Tu as faim ?» Avant que Chloé n'ait pu répondre, Monique Martin, la gouvernante, fit son apparition. La femme de 60 ans, au service de Stéphane depuis 10 ans, s'interrompit net en apercevant l'enfant. Son masque de cordialité se fissura pour laisser place à une réprobation à peine voilée. « Monsieur Dubois, dit-elle d'un ton maîtrisé, j'ignorais que nous recevions. Monique, je vous présente Chloé. Elle va rester ici quelques jours, le temps que sa mère se rétablisse. » Stéphane sentit qu'il ne pouvait expliquer la situation sans donner l'impression de se justifier. Monique toisa Chloé de la tête aux pieds, notant sans équivoque la simplicité de ses vêtements et ses cheveux en bataille. « Je comprends.
Et où va-t-elle s'installer? La question était chargée d'un sous-entendu que Stéphane perçut instantanément. Monique ne remettait pas seulement en cause la logistique, mais le principe même d'accueillir la fille d'une employée chez lui. La femme, d'ordinaire si efficace et réservée, manifestait une résistance quasi physique. Dans la chambre d'amis du deuxième, trancha Stéphane avec fermeté, signifiant que sa décision n'était pas négociable. Chloé, consciente de la tension ambiante, se blottit contre Stéphane et murmura « Monsieur, si je suis un problème, je peux dormir sur le canapé. Je suis habitué. » L'innocence de cette proposition le heurta de plein fouet. Monique, elle, parut encore plus mal à l'aise, comme si la soumission de l'enfant validait ses propres préjugés sur les gens de cette catégorie. « Tu ne dormiras pas sur le canapé », affirma Stéphane en passant une main protectrice dans les cheveux de Chloé. « Viens, on va te préparer un goûter. » Dans la cuisine, le scénario se reproduisit avec Marie Dupont, la cuisinière. La femme, d'un naturel enjoué et volubile, adopta une réserve inhabituelle en présence de Chloé. Elle lui prépara une tartine simple, mais son attitude trahissait une totale désapprobation. « Monsieur, la petite a-t-elle des intolérances alimentaires que je devrais connaître ?» demanda Marie, feignant d'ignorer la présence de Chloé. « Vous pouvez lui poser la question directement, Marie, » répliqua Stéphane, agacé par sa condescendance. « Chloé, es-tu allergique à certains aliments ?»« Je sais pas ce que ça veut dire, allergique, » répondit Chloé avec candeur, attaquant sa tartine avec une faim visible. « Maman dit toujours qu'il faut pas gâcher la nourriture, alors je mange de tout. » Le silence qui s'ensuivit fut pesant. Marie et Monique se lancèrent un regard entendu, interprétant sans doute cette réponse comme la preuve de l'extraction, modeste, de l'enfant. Stéphane sentit monter en lui une vague d'indignation face à l'attitude de son personnel, tout en admettant n'avoir jamais montré le moindre intérêt pour leur vie privée. La froideur qu'il avait toujours prônée lui revenait en boomerang. Après le goûter, pendant que Monique s'attelait sans enthousiasme à la préparation de la chambre d'amis, Stéphane fit visiter la maison à Chloé. La fillette était fascinée par chaque pièce, effleurant les objets avec délicatesse, comme s'il s'agissait de trésors. « Monsieur, vous vivez tout seul dans cette maison géante ?» « Oui, » répondit Stéphane, prenant conscience pour la première fois de l'écho de solitude dans sa propre voix. « Ça doit être triste, » lança Chloé avec la franchise désarmante des enfants. « Notre maison est minuscule, mais avec maman, on se parle tout le temps. »« Vous, à qui vous parlez ici ?» La question innocente le frappa de plein fouet, le confrontant à une vérité qu'il avait soigneusement évitée pendant des années. Son luxueux hôtel particulier n'était qu'une cage dorée où il s'était coupé de tout lien humain authentique. La première nuit avec Chloé se révéla une épreuve à laquelle Stéphane n'était nullement préparé. Vers 2 heures du matin, des sanglots étouffés provenant de la chambre d'amis le tirèrent de son sommeil. Il y trouva la fillette, perdue dans l'immensité du lit king size, tremblant de peur dans l'obscurité. « Chloé, qu'est-ce qui se passe ?»« J'ai fait un cauchemar, » gémit-elle. « J'ai rêvé que maman ne revenait jamais et que papa venait me prendre pour m'emmener. » Stéphane s'assit au bord du lit, ne sachant absolument pas comment réconforter un enfant en détresse. Son expérience de la paternité était ensevelie sous des années d'amertume et de douleur, totalement atrophiée. « Ta mère va aller mieux, Chloé. Les docteurs s'occupent bien d'elle. Mais si elle meurt comme grand-mère ? Si je me retrouve toute seule ? » Les larmes dévalaient ses joues. « Je veux pas aller avec papa. Il crie tout le temps et il sent pas bon. » Stéphane sentit sa poitrine se serrer. L'évocation du père de Chloé éveilla en lui une curiosité teintée d'inquiétude, ainsi qu'un instinct de protection qui le surprit lui-même. « Tu ne vois plus ton père depuis longtemps ? Il est parti quand j'avais 4 ans. Maman a dit qu'il était malade et qu'il devait aller se soigner loin. » Chloé s'essuya le nez avec la manche du pyjama prêté par Monique, bien trop large pour elle. « Mais des fois, il revient et il demande de l'argent à maman. Quand elle refuse, il devient méchant. » Stéphane serra les poings malgré lui. L'idée qu'un homme puisse intimider Manon et Chloé déclencha en lui une rage qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Comment un père pouvait-il abandonner une enfant si adorable pour ensuite venir la tourmenter, elle et sa mère ? « Tu veux que je reste avec toi le temps que tu te rendormes ?» Chloé hocha la tête avec énergie, et il se retrouva assis par terre, à côté du lit, une posture qu'il n'aurait jamais envisagée. Tandis que la respiration de la fillette s'apaisait enfin, il repensait à ses paroles. Un père qui crie tout le temps, et
sent pas bon, un alcoolique violent, sans aucun doute. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Stéphane observa Chloé dévorer sa nourriture, comme si chaque repas était potentiellement le dernier. Monique servait avec une efficacité glaciale qui commençait à l'exaspérer. « Monique, pourriez-vous vous montrer un peu plus chaleureuse avec Chloé ?» « Entendu, monsieur Dubois », répondit la gouvernante sur un ton qui signalait son désaccord total avec la situation. Une fois Monique sortie, Chloé soupira. « Monsieur, pourquoi elle n'est pas gentille avec moi ?» Stéphane comprit qu'il ne pouvait mentir à ce regard si pur. Certaines personnes ont besoin de temps pour s'adapter aux nouveautés. Maman dit toujours que si les gens sont méchants sans raison, c'est qu'ils ont un chagrin dans le cœur. Chloé mordit dans sa tartine. Vous croyez qu'elle a un chagrin dans le cœur? La sagesse désarmante de l'enfant le laissa sans voix. Manon avait appris à sa fille à répondre à l'hostilité par l'empathie, une leçon qu'il n'avait lui-même jamais assimilée. Le téléphone sonna, brisant l'instant. C'était l'hôpital, qui donnait des nouvelles de Manon. Stéphane décrocha devant Chloé, qui lui agrippa la main, anxieuse. Monsieur Dubois, docteur Leroy à l'appareil. Madame Lefebvre est réveillée et demande à voir sa fille. Toutefois, il y a un autre sujet que nous devons aborder de vive voix. Est-ce sérieux? Je préférerais en parler en face à face. Serait-il possible pour vous de passer aujourd'hui? Stéphane regarda Chloé, les yeux rivés sur lui, tentant de deviner le sens de la conversation. Je peux venir. Chloé pourra-t-elle voir sa mère un instant? Oui. Quand Stéphane raccrocha, Chloé rayonnait. Je vais voir maman aujourd'hui? Oui. Stéphane lui sourit, mais une inquiétude grandissante l'envahissait. Qu'avait donc découvert le médecin sur l'état de Manon? Et pourquoi cette nécessité de se rencontrer pour discuter d'un sujet qu'il ne pouvait aborder par téléphone? Le trajet jusqu'à l'hôpital fut rythmé par le bavardage joyeux de Chloé, qui se préparait mentalement à tout raconter à sa mère. Stéphane, lui, sentait une boule se former dans son estomac, pressentant que sa vie allait encore se compliquer. À l'hôpital, Stéphane assista aux retrouvailles entre la mère et la fille avec un mélange de soulagement et d'émerveillement. Manon Lefebvre, malgré sa pâleur et sa fragilité manifeste, s'illumina littéralement en voyant Chloé se précipiter vers elle. Leur étreinte était si chargée d'un amour pur que Stéphane se sentit presque de trop à observer cette scène intime. « Maman, ça va? J'ai eu si peur. » babilla Chloé, enlacée au cou de sa mère. « Je vais mieux, mon trésor. Et toi, où as-tu passé la nuit? » Manon croisa le regard de Stéphane par-dessus l'épaule de sa fille, ses yeux exprimant un mélange de gratitude immense et de gêne. « J'ai dormi chez monsieur Dubois. »« Maman, c'est géant, avec un escalier comme dans les films et un lit immense. » s'exclama Chloé avec enthousiasme. « Il est resté avec moi quand j'ai fait un cauchemar et il m'a donné des bonnes choses à manger. » Manon ferma les yeux un instant, visiblement bouleversée. « Monsieur Dubois, je ne sais pas comment vous remercier. Jamais je n'aurais pensé que... » « Ne me remerciez pas, » coupa Stéphane, surpris de l'émotion dans sa propre voix. « Chloé est une enfant extraordinaire. Vous pouvez être très fier. » Après quelques minutes, une infirmière vint emmener Chloé à la salle de jeu, laissant Stéphane seul avec Manon. Celle-ci tenta aussitôt de s'excuser, mais Stéphane l'en empêcha. « Manon, vous devez vous concentrer sur votre guérison. Pour vos absences, je comprends maintenant. » Des larmes perlèrent sur les joues de son employé. « Monsieur, j'étais aux abois. Je ne pouvais pas risquer de perdre mon travail, mais je ne pouvais pas non plus sortir de chez moi. J'étais trop faible, et Chloé est si jeune. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Pourquoi ne pas avoir demandé de l'aide? » Manon baissa les yeux, confuse. « Vous avez toujours paru si inaccessible, si peu intéressé par la vie de votre personnel. J'étais persuadé que si vous appreniez mes problèmes, vous me renverriez sur le champ. » La franchise brutale de Manon le percuta comme un direct. Elle avait raison. Il avait sciemment entretenu cette image de froideur managériale, se gardant bien de toute implication personnelle. Le docteur Leroy entra, interrompant leur conversation tendue. « Monsieur Dubois, auriez-vous un instant ?» Dans le bureau du médecin, la vérité éclata. La situation de Madame Lefebvre est plus délicate que prévu. Outre la dénutrition et l'anémie, nous avons décelé une affection chronique qui exige un traitement long et onéreux.
Quelle sorte d'affection? Une insuffisance rénale débutante, conséquence probable d'années de stress, de mauvaise alimentation et d'un suivi médical inexistant. Avec un traitement approprié, elle peut vivre normalement, mais sans. Le médecin laissa sa phrase en suspens. L'estomac de Stéphane se tordit. Quel est le coût de ce traitement? En dehors de la prise en charge par la sécurité sociale, il faut compter environ 3 000 € par mois. Sans inclure les examens réguliers et certains médicaments. Pour Stéphane, 3 000 € représentaient moins que son budget mensuel en grand cru. Pour Manon, c'était plus que son salaire. Et ce n'est pas tout, poursuivit le médecin. Lors de l'entretien, nous avons appris que Madame Lefebvre occultait ses symptômes depuis des mois, par crainte de perdre son emploi. Elle a eu plusieurs malaises chez elle, toujours en l'absence de sa fille. Stéphane serra les poings. Elle aurait pu y rester. En effet. Si sa fille n'avait pas appelé hier, nous n'aurions sans doute pas cette discussion aujourd'hui. De retour dans la chambre, Chloé était en train de raconter à sa mère ses aventures avec le personnel de la maison, imitant Monique avec une justesse qui arracha un sourire à Manon malgré son épuisement. « Maman, pourquoi Madame Monique est en colère contre moi? J'ai rien fait de mal. » Manon lança un regard furtif à Stéphane, sentant sa gêne. « Parfois, il faut du temps aux gens pour apprendre à nous connaître, mon trésor. » Stéphane observa leur échange et prit une décision qui allait tout bouleverser. Il ne se contenterait pas de financer le traitement de Manon, il allait revoir de fond en comble sa politique sociale d'entreprise. La froideur calculée qui le caractérisait avait des conséquences humaines bien réelles. « Manon, dit-il, je veux que vous vous consacriez exclusivement à votre convalescence. Votre poste est sécurisé, avec une revalorisation salariale et une mutuelle d'entreprise performante. Et Chloé peut rester avec moi aussi longtemps qu'il le faudra. » La stupeur se lisait sur le visage de Manon. « Monsieur, je ne peux accepter la charité. Ce n'est pas de la charité. C'est de la justice. » La seconde semaine de vie commune avec Chloé, Stéphane commençait à penser qu'un équilibre s'était installé. La fillette s'était acclimatée à la vie de l'hôtel particulier, parvenant même à séduire Marie par sa gentillesse naturelle et sa gratitude pour chaque marque d'attention. Monique restait sur la réserve, mais supportait la présence de l'enfant avec une froideur professionnelle. Stéphane avait réaménagé un bureau en une chambre d'enfant plus chaleureuse, la remplissant de jouets achetés sur un coup de tête lors d'une visite au centre commercial. Voir la petite jouer dans le salon, autrefois réservé aux réunions d'affaires, apportait une légèreté à la demeure qui lui avait cruellement fait défaut. Ce jeudi-là, alors que Chloé crayonnait sur la table de la cuisine et que Stéphane consultait des contrats sur son ordinateur, on sonna avec insistance. Monique alla ouvrir et revint quelques instants plus tard, l'air soucieux. « Monsieur Dubois, un homme est à la porte. Il demande à parler au sujet de la fille de Manon. Il prétend être son père. » Le sang de Stéphane se glaça. Chloé arrêta net son dessin, ses yeux s'agrandissant de terreur. Elle avait manifestement reconnu la voix qui parvenait du vestibule. « C'est papa, » chuchota-t-elle en se réfugiant derrière Stéphane. « Il vient me prendre ?» Stéphane posa une main rassurante sur l'épaule de la fillette. « Reste ici avec Marie. Je vais voir ce qu'il veut. » Dans l'entrée, Stéphane se trouva face à un homme à l'allure débraillée, aux vêtements fripés, dégageant une odeur d'alcool caractéristique. Nicolas Lefebvre, le nom qu'il avait pris en se mariant avec Manon, devait avoir la quarantaine, mais en paraissait 10 de plus, ravagé par ses excès. Ses yeux rougis détaillèrent l'hôtel particulier avec une avidité mal contenue. « C'est donc vous, le plein aux qui joue au papa avec ma gamine », lança Nicolas d'une voix pâteuse. « Je suis Stéphane Dubois, et vous devez être Nicolas. » Stéphane conserva un ton neutre, mais sa posture était visiblement sur la défensive. « Je suis venu chercher Chloé. On m'a dit que Manon était à l'hosto et que ma fille habitait ici. » Nicolas s'avança, violant l'espace personnel de Stéphane. « C'est pas correct, ça. Une enfant, ça doit être avec sa famille. » « Sa famille ?» Stéphane ne put retenir une note de mépris. « Vous avez laissé Manon et Chloé il y a 2 ans. De quelle famille parlez-vous » Nicolas eut un rire désagréable. « Classique chez les nantis, ça. Vous pensez que le fric arrange tout. Mais je suis le père biologique, j'ai des droits. Des droits auxquels vous avez renoncé en disparaissant de sa vie. Écoutez-moi bien,
espèce de connard prétentieux, Nicolas devint agressif. J'ai peut-être merdé par le passé, mais j'ai changé. J'ai arrêté la picole. J'ai un boulot et je veux récupérer ma fille. Stéphane perçut immédiatement le mensonge. L'haleine chargée d'alcool, les mains qui tremblaient, le regard fuyant. Tout prouvait que Nicolas n'avait rien changé du tout. Chloé est très bien ici. Manon se rétablit et quand elle sortira de l'hôpital. Manon peut être aussi malade qu'elle le souhaite, le coupa Nicolas avec cruauté. Mais Chloé, elle part avec moi, maintenant. Il n'en est pas question. Nicolas afficha un sourire menaçant. Vous croyez que vous pouvez m'en empêcher? Je suis son père. Je peux appeler les flics, les services sociaux. C'est moi qui aurai raison. Stéphane sentit une colère froide le gagner. Que voulez-vous réellement, Nicolas? Parce que je suis convaincu que ce n'est pas le bonheur de Chloé. Le sourire de Nicolas s'étira, dévoilant une dentition jaunie. Vous êtes pas con, le Richard. Bon, je vais être franc. Élever un gosse, c'est du boulot et ça coûte cher. Mais si quelqu'un était disposé à m'aider avec une petite pension mensuelle pour garantir qu'elle vive dans un cadre stable, je pourrais reconsidérer ma position. Le chantage. Stéphane identifia sur le champ la tentative d'extorsion maladroite. Nicolas ne voulait pas de Chloé, il voulait en faire sa rente. Combien? 5 000 par mois, ce serait un bon début pour prouver votre bonne volonté. Stéphane serra les poings, réprimant l'envie de jeter Nicolas dehors, mais il savait qu'il devait manœuvrer avec prudence. Un individu comme Nicolas ne lâcherait pas l'affaire si facilement et pourrait effectivement utiliser la loi contre lui. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Vous avez jusqu'à demain, dit Nicolas en rebroussant chemin. Sinon, je reviens avec les services sociaux et je récupère ma fille. Et là, vous l'aurez dans l'os. Quand Nicolas eut disparu, Stéphane resta prostré dans l'entrée, prenant la pleine mesure de la menace qui planait sur Chloé. Pour le bien de l'enfant, il lui faudrait trouver un moyen de la protéger légalement d'un père qui ne voyait en elle qu'une source de profit. Le lendemain, Stéphane se leva avec une résolution de faire qu'il ne s'était pas connu depuis des années. Après une nuit passée à éplucher la législation sur le droit de garde et la protection de l'enfance, il avait un plan d'action. D'abord, contacter ses avocats. Ensuite, informer Manon de la situation. Enfin, rassembler toutes les preuves possibles du comportement répréhensible de Nicolas. Chloé perçut sa tension dès le petit déjeuner. La fillette, qui était devenue d'une perspicacité étonnante quant aux humeurs des adultes, jouait en silence pendant que Stéphane s'entretenait au téléphone avec son cabinet juridique. Maître Fournier, il me faut vous voir aujourd'hui. C'est une urgence, une affaire de garde d'enfant. Quand il eut raccroché, Chloé s'approcha, craintive. Monsieur, papa va venir me prendre? Stéphane s'accroupit à sa hauteur, pesant ses mots. Je ne laisserai rien de mal t'arriver, Chloé. C'est une promesse. Mais c'est mon vrai papa. Maman dit toujours que les papas ont des droits spéciaux. L'innocence de cette réflexion déchira le cœur de Stéphane. Comment faire comprendre à une enfant de 6 ans que certains pères ne sont pas dignes des droits que la nature leur a octroyés? Maître Jean Fournier arriva 2 heures plus tard. Un homme de 60 ans, expert reconnu en droit de la famille. Son visage se rembrunit à mesure que Stéphane lui exposait les faits. Stéphane, l'affaire est délicate. Sur le plan légal, le père biologique bénéficie d'une présomption de droit, surtout s'il peut démontrer une volonté de réhabilitation. Mais il essaie de me faire chanter. Il faudra le prouver. Et même si nous y parvenons, il peut toujours réclamer la garde, en arguant qu'il a changé et souhaite renouer avec sa fille. La frustration de Stéphane grandissait. Et la parole de l'enfant? Chloé a peur de lui. La parole de l'enfant est prise en compte, mais elle n'a que 6 ans. La justice tend à privilégier le regroupement familial, même dans des situations limites. Sur ces entrefaites, Monique entra dans la pièce, l'air étrangement troublé. Monsieur Dubois, une dame est à la porte. Elle se présente comme assistante sociale et demande à vous parler au sujet de Chloé. Stéphane et Maître Fournier échangèrent un regard alarmé. Nicolas avait agi plus vite qu'il ne le pensait. L'assistante sociale, Madame Valérie Laurent, était une femme d'âge mûr, à l'allure stricte, un dossier sous le bras. Elle inspecta l'hôtel particulier d'un œil suspicieux, visiblement perplexe face à cette situation atypique.
Monsieur Dubois, j'ai été saisi d'un signalement concernant la présence d'une mineure à votre domicile sans cadre légal. Le père de l'enfant soutient qu'elle a été emmenée ici contre son gré. La mère de Chloé était hospitalisée. L'enfant n'avait nulle part où aller. J'entends votre bonne intention, mais il existe des procédures. Des foyers d'accueil, des familles relais. Valérie consulta ses notes. Le père de la fillette a déposé une demande de garde immédiate. Le père qui l'a abandonné pendant 2 ans. Les gens peuvent changer, monsieur Dubois. Il affirme être sobre et avoir un emploi. Stéphane sentait le terrain se dérober sous ses pieds. Puis-je parler à Chloé avant toute chose? L'assistante sociale acquiesça, mais son attitude laissait entendre que sa décision était déjà prise. Quand on fit venir Chloé, elle se cacha derrière Stéphane, morte de peur. « Monsieur, je veux pas partir. S'il vous plaît, me laissez pas. » Madame Laurent observa la scène d'un œil professionnel. « Chloé, ton papa souhaite que tu viennes habiter avec lui. Tu te souviens de lui? Il criait sur maman, » murmura Chloé. Et il cassait des choses quand il buvait le liquide qui sent mauvais. C'était il y a longtemps, ma puce. Les gens peuvent changer. Stéphane fut submergé par une rage impuissante devant un tel aveuglement institutionnel. Madame Laurent, sauf votre respect, Chloé est manifestement traumatisée par la figure paternelle. La contraindre à retourner vivre avec lui serait d'une cruauté sans nom. Monsieur Dubois, je comprends votre émoi, mais je ne peux fonder des décisions juridiques sur des craintes enfantines qui pourraient relever de l'aliénation parentale. L'insinuation à peine voilée que Stéphane montait Chloé contre son père fut la goutte qui fit déborder le vase. À cet instant, il sut qu'il devrait se battre par tous les moyens pour protéger cet enfant qui, sans qu'il s'en aperçoive, était devenu la personne la plus importante à ses yeux. Après la visite perturbante de l'assistante sociale, Stéphane se sentit à la dérive dans un océan d'émotions inconnues. Cette nuit-là, alors que Chloé dormait dans la chambre qu'il lui avait aménagée avec soin, Stéphane resta éveillé, en proie à une vérité effrayante. Il s'était attaché à cet enfant comme il ne s'était attaché à personne depuis des décennies. Cette révélation le força à exhumer des souvenirs douloureux, soigneusement enfouis. Son propre fils, Léo, aujourd'hui âgé de 15 ans, qui vivait avec son ex-femme à l'autre bout du pays. Le divorce houleux avait sectionné leur lien avec la précision d'un scalpel, reléguant Stéphane du statut de père à celui de simple visiteur, puis de quasi-étranger. Comment as-tu pu te détacher de ton propre fils, pour t'attacher à ce point à la fille d'une employée? Se demanda-t-il à voix basse, en regardant Chloé dormir. La réponse lui apparut avec une clarté foudroyante. Léo l'avait sciemment rejeté, sous l'influence d'une mère vengeresse. Chloé, elle, l'avait spontanément choisi, voyant en lui un refuge et une affection sincère. Le lendemain matin, Stéphane décida de rendre visite à Manon à l'hôpital, porteur d'une proposition qui avait germé dans son esprit. Il la trouva en meilleure forme, mais rongé par l'inquiétude après ce que Chloé lui avait raconté de la visite de son ex-mari. « Monsieur Dubois, je suis perdu, » avoua Manon, les larmes aux yeux. Nicolas n'a jamais voulu être père quand nous étions ensemble, et voilà qu'il surgit de nulle part pour réclamer ses droits. Manon, je dois vous parler en toute franchise. Stéphane pesa ses mots. Ces derniers jours, en m'occupant de Chloé, j'ai découvert une part de moi que j'ignorais. Elle a réveillé en moi un instinct paternel que je croyais mort et enterré. Manon l'écoutait attentivement, percevant la charge émotionnelle de ses paroles. Où voulez-vous en venir? Je veux vous aider, durablement. Pas seulement sur le plan financier. Je veux être une figure stable dans la vie de Chloé. La protéger, l'éduquer, l'accompagner à chaque étape de sa vie. Monsieur. Appelez-moi Stéphane, je vous en prie. Nous sommes une famille, à présent. Manon ferma les yeux, assimilant cette offre inouïe. Stéphane, êtes-vous certain? Élever un enfant est une responsabilité immense, surtout quand ce n'est pas le vôtre biologiquement. Je n'ai jamais été aussi certain d'une décision de toute ma carrière. Stéphane s'assit au bord du lit. Manon, je souhaite adopter Chloé officiellement. Avec votre consentement, bien entendu. Le choc sur le visage de Manon fut total. L'adoption? Mais ça voudrait dire. Point qu'elle serait totalement protégée légalement de Nicolas. Ça voudrait dire une éducation de qualité, la santé, la sécurité, et surtout, un père qui l'aime pour ce qu'elle est.
Manon fondit en larmes, mais des larmes de soulagement cette fois. Chloé ne parle que de vous. Elle vous appelle Monsieur Stéphane avec une tendresse que je ne lui ai jamais connue pour Nicolas. Et je l'aime comme si elle était ma propre chair, avoua Stéphane pour la première fois. L'idée de la perdre au profit de cet homme me cause une douleur physique. À cet instant, le docteur Leroy entra pour sa visite de routine, mais s'interrompit en sentant l'intensité de la scène. Pardonnez mon intrusion, je peux revenir. Au contraire, docteur, dit Stéphane, vous pouvez peut-être nous aider. D'un point de vue médical, quelle serait votre recommandation quant à la garde de Chloé par Nicolas Lefebvre? Le docteur Leroy fronça les sourcils. D'après mes observations du comportement de l'enfant et les éléments du dossier familial, je dirais que ce serait extrêmement néfaste pour son équilibre psychologique. Pourriez-vous consigner cet avis par écrit? Sans aucun doute. Le bien-être de l'enfant prime sur tout le reste. Manon prit la main de Stéphane, sa décision prise. Si c'est vraiment ce que vous voulez, Stéphane, j'accepte l'adoption. Chloé mérite un vrai père, pas quelqu'un qui ne voit en elle qu'un moyen de subsistance. Stéphane fut submergé par une vague de soulagement et de gratitude qui le laissa sans voix. Pour la première fois depuis des lustres, il bâtissait quelque chose fondé sur l'amour pur, et non sur le profit ou l'intérêt. La décision d'adopter Chloé enclencha une série d'événements qui mirent la détermination de Stéphane à rude épreuve. La procédure légale se révéla être un dédale bureaucratique, un enchevêtrement de formulaires, d'évaluations psychologiques, de visites à domicile, et surtout, l'opposition farouche de Nicolas Lefebvre. À l'hôtel particulier, les réactions furent contrastées et éloquentes. Monique, contre toute attente, fut la première à le soutenir, lui avouant en privé s'être prise d'affection pour Chloé malgré ses réticences initiales. Monsieur Dubois, lui dit-elle en pliant les vêtements de la petite. J'ai mis du temps à l'admettre, mais cet enfant a ramené la vie ici. Cela faisait des années que je n'avais pas entendu des rires dans ces couloirs. Marie, quant à elle, exprima une inquiétude plus pragmatique. Monsieur, élever un enfant va bouleverser toutes vos habitudes. Êtes-vous certain d'être prêt à sacrifier la liberté à laquelle vous tenez tant? Cette question poussa Stéphane à une profonde introspection. Sa vie s'était toujours articulée autour d'une indépendance totale, d'une capacité à décider sans consulter personne. Désormais, chaque choix devrait prendre en compte le bien-être de Chloé. Marie, répondit-il en regardant la fillette jouer dans le jardin. Je n'ai jamais vraiment su ce qu'était la liberté avant d'avoir quelqu'un pour qui il valait la peine d'y renoncer. La procédure d'adoption, cependant, se heurta à un premier obstacle de taille lorsque Nicolas, assisté d'un avocat peu scrupuleux, s'opposa formellement à la demande. Sa tactique était abjecte, mais légalement recevable. Il accusait Stéphane d'acheter un enfant, d'utiliser sa fortune pour briser une famille. Maître Fournier se présenta un après-midi pluvieux avec de mauvaises nouvelles. Stéphane, Nicolas se bat avec acharnement. Il a obtenu une ordonnance de référé qui suspend la procédure d'adoption jusqu'à ce que son incapacité parentale soit prouvée. Et comment la prouver? Il nous faut des preuves tangibles de négligence, de violence ou d'inaptitude. Des témoignages, des dossiers médicaux, un casier judiciaire. La frustration de Stéphane était à son comble. L'homme est un alcoolique notoire qui a tenté de m'extorquer de l'argent. Je le sais, mais il nous faut des preuves irréfutables, pas seulement notre parole contre la sienne. Ce soir-là, en aidant Chloé à dessiner, Stéphane admira la concentration de la fillette qui s'appliquait à ne pas dépasser les contours. Sa minutie était remarquable pour son âge. Monsieur Stéphane, dit-elle sans lever les yeux. Pourquoi papa veut que je vive avec lui alors qu'il ne jouait jamais avec moi quand j'étais petite? Cette question innocente recelait une sagesse qui le transperça. Parfois, les gens agissent pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'amour, Chloé. Mais vous, vous agissez par amour? Stéphane retint son souffle. Oui. Tout ce que je fais pour toi, c'est par amour. Chloé leva enfin la tête. Ses grands yeux bruns pétillaient d'une confiance qui à la fois brisait et réparait le cœur de Stéphane. Alors, vous êtes mon vrai papa, même si vous n'êtes pas le papa qui m'a faite dans le ventre de maman. La logique enfantine, dans sa simplicité, venait de formuler une vérité que Stéphane peinait à appréhender depuis des semaines. La paternité n'était pas une question de sang, mais un engagement quotidien à aimer, protéger et élever. À cet instant, son téléphone sonna. Un numéro inconnu.
Stéphane décrocha, le cœur serré. Stéphane Dubois? Lui-même. Ici Madame Patricia Moura, des services sociaux. C'est pour vous informer qu'une audience a été fixée la semaine prochaine. Nicolas Lefebvre réclame la garde immédiate de Chloé, au motif que vous la retenez illégalement. Stéphane serra les poings, son regard posé sur Chloé qui continuait de dessiner, ignorant la tempête juridique qui se préparait. La bataille pour l'enfant qui était devenu le centre de son univers ne faisait que commencer. J'y serai, dit-il, sa voix empreinte d'une détermination nouvelle, qui le surprit lui-même. Les jours précédant l'audience furent un maelstrom de préparatifs juridiques et de tensions nerveuses. Stéphane mobilisa les meilleurs avocats en droit de la famille, des détectives privés pour enquêter sur le passé de Nicolas, et même un pédopsychiatre pour évaluer l'état psychologique de Chloé. La fillette, sentant l'anxiété des adultes, devint de plus en plus silencieuse et réservée. Stéphane la surprit plusieurs fois, la nuit, à regarder par la fenêtre, comme si elle guettait l'arrivée de Nicolas. « Monsieur Stéphane », lui dit-elle un matin au petit déjeuner. « Si je dois aller vivre avec papa, tu vas m'oublier ?» La question poignarda Stéphane en plein cœur. « Chloé, jamais. Je ne pourrai jamais t'oublier. » « Mais si le juge l'ordonne ? » Maman dit qu'il faut toujours obéir aux lois. Stéphane s'accroupit à sa hauteur, lui prenant ses petites mains. « Écoute-moi bien, ma princesse. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours ma fille dans mon cœur, et je me battrai jusqu'au bout pour te garder auprès de moi. » L'enquête sur Nicolas révéla un passé encore plus trouble que prévu. Multiples interpellations pour ivresse publique, 2 licenciements pour absentéisme, et des témoignages attestant de violences conjugales durant son mariage avec Manon. Mais l'avocat de Nicolas était habile. Il produisit de faux documents, attestant que son client suivait une cure de désintoxication aux alcooliques anonymes et avait trouvé un emploi stable, un montage destiné à abuser le tribunal. 3 jours avant l'audience, un appel changea la donne. « Monsieur Dubois, ici le commissariat du 12e arrondissement. Nicolas Lefebvre a été arrêté cette nuit pour agression et outrage à agent. Il était en état d'ivresse avancée et a répété à plusieurs reprises qu'il allait récupérer sa fille chez le Richard. » Stéphane éprouva un sentiment partagé de soulagement et d'inquiétude. Est-il toujours en garde à vue? Il y restera au moins jusqu'à sa comparution immédiate, qui n'aura lieu que lundi. Quand Stéphane annonça la nouvelle à Maître Fournier, celui-ci afficha enfin un sourire confiant. « Cela change tout, Stéphane. Un père arrêté pour ivresse et tenant des propos menaçants sur la récupération de sa fille n'a aucune crédibilité devant un juge. » La veille de l'audience, Manon quitta l'hôpital. Stéphane la ramena chez eux où elle fut submergée par l'émotion en voyant à quel point Chloé s'était épanouie. La chambre de la petite était tapissée de ses dessins, remplie de jouets et de photos polaroïdes que Stéphane avait prises au fil des semaines. « Mon Dieu !» murmura Manon en contemplant une photo de Chloé et Stéphane en train de faire des crêpes, le visage enfariné, riant aux éclats. « Regardez comme elle est heureuse. Manon, quelle que soit l'issue demain, sachez que j'aime Chloé comme ma propre fille et que vous aurez toujours votre place ici. » Ce soir-là, les 3 femmes de la maison Manon, Chloé et Monique préparèrent le dîner ensemble. En les regardant s'affairer dans la cuisine, Stéphane réalisa qu'il avait, sans le vouloir, fondé une famille atypique mais profondément unie. Chloé insista pour dormir dans la chambre de Stéphane, voulant s'assurer qu'il serait bien là à son réveil. Allongé dans le lit immense avec une enfant de 6 ans blottie contre lui, Stéphane songeait au chemin parcouru depuis ce simple coup de fil. « Monsieur Stéphane », murmura Chloé dans son sommeil. « Demain, ça va aller ? » ?»« Ça va aller, » répondit-il en déposant un baiser sur son front. « Quoi qu'il arrive, on trouvera toujours une solution pour rester ensemble. » Tandis que Chloé sombrait dans le sommeil, Stéphane resta éveillé, se préparant mentalement au combat le plus important de sa vie, un combat non pas pour l'argent, des contrats ou le pouvoir, mais pour le droit de rester le père de l'enfant qui avait transformé son cœur de pierre en un cœur capable d'aimer sans condition. Une tension palpable régnait au tribunal de grande instance lorsque Stéphane arriva, flanqué de Maître Fournier et de son équipe. Manon tenait fermement la main de Chloé, vêtue d'une petite robe bleue que Stéphane lui avait achetée pour l'occasion. La fillette était manifestement angoissée, ses grands yeux cherchant sans cesse le regard de Stéphane pour se rassurer. Nicolas fut amené menotté, directement du poste de police. Ses yeux injectés de sang et sa barbe de 3 jours juraient avec le costume de location que son avocat lui avait procuré. En voyant Chloé,
son visage se crispa en une expression indéchiffrable: amour paternel ou simple possessivité? Madame la juge Sandrine Roussel, une femme de 50 ans réputée pour sa fermeté dans les affaires familiales, étudia les dossiers avec une minutie scrupuleuse avant d'ouvrir la séance. Nous sommes réunis pour statuer sur la garde de la mineure Chloé Lefebvre, âgée de 6 ans, annonça-t-elle. D'une part, le père biologique, Nicolas Lefebvre, qui revendique ses droits parentaux. D'autre part, Stéphane Dubois, qui sollicite l'adoption avec le consentement de la mère, Manon Lefebvre. Nicolas fut le premier à témoigner. Son avocat l'avait bien briefé, mais sa récente arrestation avait ruiné toute sa crédibilité. Madame la juge, commença Nicolas en s'efforçant de paraître sobre. Je reconnais mes erreurs passées, mais je suis un homme changé. J'ai arrêté de boire, j'ai un travail stable, et je veux rattraper le temps perdu avec ma fille. Monsieur Lefebvre, l'interrompit la juge, consultant le dossier. Vous avez été arrêté il y a 3 jours pour ivresse et agression. Comment expliquez-vous cette contradiction avec vos affirmations de sobriété? Nicolas balbutia, visiblement déstabilisé. C'était une faiblesse passagère, votre honneur. Le stress de savoir ma fille élevée par un inconnu m'a fait flancher. Un inconnu qui, d'après les rapports, a pourvu à son éducation, sa santé et sa stabilité affective. Stéphane vit Nicolas se décomposer, comprenant que sa défense s'écroulait sous le poids des faits. Quand vint son tour de témoigner, Stéphane parla avec une sincérité qui le surprit lui-même. Madame la juge, il y a 3 semaines, j'étais un homme radicalement différent. Froid, obsédé par mes affaires, hermétique à tout lien émotionnel. Sa voix se brisa légèrement. Chloé a changé tout ça. Elle m'a appris ce que c'est qu'être un père. Pas au sens biologique, mais au sens le plus fondamental du terme. Et êtes-vous prêt à assumer les responsabilités qui en découlent? J'y suis prêt, votre honneur. Plus que je ne l'ai jamais été pour quoi que ce soit d'autre dans ma vie. Le moment le plus poignant fut lorsque Chloé fut entendue par la juge en privé. Stéphane l'observa, le cœur battant, à travers la vitre du bureau, tandis que la fillette répondait aux questions avec un sérieux émouvant. À leur retour, le visage de la juge s'était visiblement détendu. Chloé m'a dit quelque chose de très révélateur, déclara Madame Roussel. Je lui ai demandé avec qui elle se sentait le plus en sécurité. Elle m'a répondu, avec Monsieur Stéphane, parce qu'il m'a choisi, pas parce qu'il était obligé de rester avec moi. Nicolas tenta de protester, mais la juge lui imposa silence d'un geste. Plus important encore, poursuivit-elle, quand je lui ai demandé ce qu'elle désirait le plus au monde, elle a répondu, que ma maman guérisse et que Monsieur Stéphane reste mon papa, parce qu'il me fait sentir que je suis importante tous les jours. Stéphane sentit des larmes rouler sur ses joues, ce qui ne lui était pas arrivé depuis des lustres. La juge se leva, sa décision prise. Au vu de l'ensemble des éléments, de l'historique d'abandon et d'instabilité du père biologique, de l'adaptation remarquable de l'enfant au foyer du demandeur, et surtout, du bien-être psychologique de la mineure, je fais droit à la demande d'adoption. Le coup de marteau résonna dans le prétoire comme une symphonie. Chloé se jeta dans les bras de Stéphane, qui l'étreignit comme pour la protéger de tous les maux de la terre. « Papa » murmura-t-elle pour la première fois. « Maintenant, tu es mon vrai papa. Je l'ai toujours été, ma princesse. C'est juste que maintenant, c'est officiel. » 3 semaines après le jugement, la vie à l'hôtel particulier de Stéphane était métamorphosée. Ce qui avait été un mausolée de luxe silencieux était devenu un foyer animé, vibrant de rire, de discussion et de l'énergie débordante d'une enfant heureuse. Chloé gambadait dans les couloirs, transformant chaque pièce en un terrain de jeu pour son imagination fertile. Stéphane opéra des changements profonds, non seulement dans sa vie privée mais aussi au sein de son entreprise. Il instaura un programme d'aide sociale pour ses employés, offrant une mutuelle de qualité, une aide aux frais de scolarité pour leurs enfants et un soutien psychologique en cas de besoin. Manon fut promue au poste de superviseur général, avec un salaire digne et la garantie de ne plus jamais avoir à dissimuler ses difficultés par peur de perdre son emploi. Monsieur Stéphane, lui dit Manon un après-midi alors qu'il rangeait les jouets dans le salon. Parfois, j'ai encore du mal à réaliser tout ce qui a changé. C'est un peu comme un rêve pour moi aussi, répondit Stéphane en regardant Chloé ériger un château de cubes colorés sur le tapis d'Orient, qui cohabitait désormais avec des jouets d'éveil. Mais c'est un rêve dont je ne veux jamais me réveiller. L'adaptation n'était pas sans heurts.
Stéphane dut apprendre avec patience les rituels du coucher, les principes de l'alimentation équilibrée, la gestion des colères passagères et les 1001 attentions qu'exige un enfant. Monique et Marie devinrent ses guides, l'initiant à l'art de soigner les genoux écorchés, de raconter des histoires du soir et de poser des limites avec bienveillance. « Papa », dit Chloé un matin au petit déjeuner, un rituel que Stéphane avait appris à préférer à n'importe quelle réunion d'affaires. « Pourquoi tu étais triste hier quand j'ai appelé ma poupée ma fille ?» Stéphane marqua une pause, sa tasse de café en suspens. La question ravivait une blessure encore à vif, le souvenir de Léo, son fils biologique, dont il s'était coupé après un divorce destructeur. « Parce que ça m'a rappelé un autre enfant que j'aurais dû mieux aimer, » répondit-il avec une franchise qui le surprit lui-même. « Tu peux l'appeler ?» La simplicité de la suggestion de Chloé cachait une sagesse que Stéphane avait perdue dans son amertume d'adulte. Cet après-midi-là, pour la première fois en 5 ans, il composa le numéro de son fils. « Allô ? Léo. C'est papa. » Le silence à l'autre bout du fil sembla durer une éternité avant que Léo ne réponde, sa voix d'adolescent mêlée de surprise et de rancœur. « Papa ? Pourquoi tu m'appelles ? » « Parce que j'ai commis la plus grande erreur de ma vie en m'éloignant de toi, et parce que j'ai compris qu'il n'est jamais trop tard pour essayer de réparer ce qui a été brisé. » La conversation fut ardue, ponctuée de silences gênés et d'émotions contenues, mais elle se conclut sur la promesse de Léo de venir lui rendre visite pendant les vacances. Stéphane raccrocha, le cœur partagé entre la douleur et l'espoir. Chloé, qui avait suivi l'appel avec l'intuition aiguë des enfants, s'approcha et lui prit la main. « Il va m'aimer, papa ? » « Il va t'aimer autant que je t'aime, » répondit Stéphane, réalisant que Chloé était déjà en train de panser des plaies qu'il ne savait même plus ouvertes. Ce soir-là, en bordant Chloé, Stéphane songeait au voyage extraordinaire qui avait commencé par cet appel au secours quelques semaines plus tôt. Une enfant terrorisée avait sauvé 2 vies, la sienne, et la sienne. « Papa », murmura Chloé dans son demi-sommeil. « Demain, on refait des crêpes ? » ?»« On peut faire des crêpes tous les jours si tu veux, ma princesse. » « Et tu seras là quand je me réveillerai ? » ?»« Toujours, » promit Stéphane en l'embrassant sur le front. « Pour toujours. » Tandis que Chloé s'endormait, Stéphane resta assis près d'elle, contemplant l'enfant qui avait bouleversé sa vision de l'amour, de la famille et de la véritable richesse. Pour la première fois depuis des décennies, Stéphane Dubois était en paix. 5 semaines s'étaient écoulées depuis le coup de fil qui avait tout fait basculer. Le Stéphane Dubois qui préparait le petit déjeuner dans la cuisine baigné de lumière était à des années-lumière de l'homme froid qui, un jour, avait composé le numéro de Manon Lefebvre pour la congédier. « Papa, tu as encore fait brûler les toasts ?» s'esclaffa Chloé en montrant les tranches carbonisées qui jaillissaient du grille-pain. À 6 ans, elle s'était autoproclamée critique gastronomique de la maison, toujours bienveillante mais sans concession. « Je progresse », plaida Stéphane en grattant le surplus de noir. « Tu te souviens de ma première tentative de brouiller ? On aurait dit du caoutchouc. Et je les ai mangés quand même parce que je ne voulais pas te faire de peine, » avoua Chloé, déclenchant un rire franc chez Stéphane. Manon entra dans la cuisine, vêtue de son nouvel uniforme de superviseur, mais ses yeux pétillaient d'un bonheur qui dépassait toute promotion professionnelle. Voir sa fille et Stéphane interagir avec une complicité de toujours la comblait chaque jour. « Bonjour ma famille », dit-elle en déposant un baiser sur le front de Chloé et en adressant à Stéphane un sourire qui valait tous les remerciements. Monique arriva quelques instants plus tard avec le courrier. Parmi les factures et les publicités se trouvait une enveloppe colorée adressée à Chloé Dubois, le premier document officiel portant son nouveau nom. « C'est l'invitation pour l'anniversaire de ma copine de l'école », s'écria Chloé en ouvrant l'enveloppe avec frénésie. « Je peux y aller, papa ? » « Bien sûr. On ira choisir un joli cadeau pour elle. » En voyant Chloé déchiffrer l'invitation avec peine mais une détermination admirable, Stéphane fut submergé par la fierté paternelle. Ces dernières semaines, il avait inscrit la fillette dans une école privée où elle s'épanouissait, se liant d'amitié et se découvrant des talents qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de cultiver. « Papa, » dit soudain Chloé. « Je peux te poser une question très importante ? » ?»« Toujours. »« Tu regrettes d'avoir décroché le téléphone ce jour-là ? » Stéphane s'immobilisa. La question était chargée d'une telle intensité émotionnelle qu'elle le prit au dépourvu. Il promena son regard sur la cuisine, autrefois un simple lieu fonctionnel, aujourd'hui décoré des dessins de Chloé sur le frigo, de polaroïdes de moments heureux sur les placards,
et du désordre joyeux d'une vraie famille. Chloé, dit-il en s'accroupissant à sa hauteur. Cet appel a été le moment le plus décisif de toute mon existence. C'est à cet instant que j'ai découvert que j'avais un cœur capable d'aimer une fille aussi merveilleuse que toi. Et moi, j'ai découvert que j'avais un papa qui m'avait choisi juste parce qu'il m'aimait, rétorqua Chloé en l'enlaçant de toutes ses forces. À cet instant, le téléphone sonna. Stéphane et Chloé se regardèrent et éclatèrent de rire. Désormais, les appels n'étaient plus une source d'angoisse, mais une promesse de partager le bonheur qu'ils avaient trouvé. C'était Léo, qui appelait pour confirmer sa venue le week-end suivant. La voix de l'adolescent était teintée d'une timidité pleine d'espoir qui fit bondir le cœur de Stéphane. « Papa, je pourrais faire la connaissance de ma petite sœur ? Elle est impatiente de rencontrer son grand frère, répondit Stéphane, en regardant Chloé esquisser une petite danse de joie en entendant la conversation. Après avoir raccroché, Stéphane souleva Chloé et se dirigea vers la terrasse surplombant le jardin où elle jouait chaque après-midi. L'hôtel particulier, jadis symbole de sa solitude dorée, résonnait maintenant de rires, de discussions, et du son merveilleux d'une famille fondée non sur les liens du sang, mais sur le choix délibéré d'aimer. « Tu vois, ma princesse, dit Stéphane, parfois les appels les plus terrifiants de notre vie nous mènent au plus beau miracle. » Chloé sourit en se nichant contre lui. « Comme quand j'ai répondu au téléphone et que tu es venu me secourir ? » ?»« Non, mon amour. Comme quand tu as répondu au téléphone et que tu m'as secouru. »